La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. L'épisode 1163 de One Piece nous a rappelé à quel point Robin a eu un passé difficile avant sa rencontre avec Luffy et les Mugiwara. Elle fait partie d'une longue liste de passés tragiques de One Piece et fort heureusement, ou malheureusement plutôt, elle n'est pas la seule à avoir vécu des choses compliquées. Parlons des 3 histoires les plus tristes de l'équipage des Chapeaux de Paille. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et laisser un like si la vidéo te plaît. L'histoire de Sanji commence dans les faux de North Blue, au sein du royaume de Germa. Il naît prince, fils de l'infâme Vinsmoke Judge, un scientifique impitoyable et leader de l'armée du Germa 66. Judge n'a qu'une obsession, reconquérir North Blue. Pour cela, il décide de transformer ses propres enfants en armes de guerre, les modifiant génétiquement avant même leur naissance pour les priver de toute émotion et décupler leur force physique. Cependant, Vinsmoke Sora refuse catégoriquement que ses enfants deviennent des monstres insensibles. Dans un acte d'amour et de rébellion, désespérée, elle ingère un poison violent pour annuler les effets de l'opération. Si le poison lui coûte la vie à petit feu et n'a aucun effet sur Ichiji, Niji et Yonji, il réussit sur un seul enfant, Sanji. Contrairement à ses frères, Sanji n'est humain. Il ressent la peur, la compassion et pleure la maladie de sa mère, à qui il prépare ses premiers repas, des plats maladroits, mais remplis d'amour. Aux yeux de son père, cette humanité est une anomalie inacceptable. Considéré comme le raté de la famille, Sanji subit les brimades constantes et cruelles de ses frères surhumains, finissant par le renier publiquement. Judge le fait enfermer dans un sombre donjon de fer, lui faisant porter un masque en métal pour cacher sa honte au reste du monde. Le salut de Sanji vient de sa sœur aînée, Reiju. Bien que génétiquement modifiée pour obéir à son père, elle a conservé, grâce au sacrifice de leur mère, la capacité de ressentir de l'empathie qu'elle dissimule pour survivre. L'opportunité se présente lorsque le Germa 66 traverse Red Line pour mener une campagne militaire sur East Blue. Reiju brise les barreaux de la geôle de Sanji et l'encourage à fuir. Dans une dernière confrontation, Judge surprend son fils, mais décide de le laisser partir à une seule condition: que Sanji ne révèle jamais son lien de parenté avec lui. C'est le cœur brisé, mais libre, que le garçon de 8 ans s'enfuit en pleurs et embarque clandestinement sur le navire de croisière Orby. Devenu marmiton sur l'Orby, Sanji tente de se reconstruire, mais le destin frappe à nouveau lorsque le navire est attaqué par l'équipage pirate de Zeff au pied rouge. En plein abordage, une violente tempête éclate. Sanji, emporté par une vague, est sur le point de se noyer. À la surprise générale, le redoutable capitaine Zeff plonge dans les flots, déchaîné pour le sauver. Les 2 survivants s'échouent sur une immense éperon rocheux aride, sans aucune végétation ni espoir de secours immédiat. Zeff divise alors les vivres récupérés dans l'épave. Il donne un petit sac à Sanji et garde un énorme sac pour lui-même, lui ordonnant de s'asseoir à l'autre bout du rocher pour guetter les navires. Les jours se transforment en semaines. Après 70 jours de famine absolue, Sanji, poussé par le désespoir et la faim, décide de tuer Zeff pour voler ses vivres. Mais, en ouvrant le sac du vieux pirate, il n'y trouve que des trésors et de l'or. Horrifié, Sanji réalise que Zeff lui avait donné l'intégralité de la nourriture. Pour survivre, le grand pirate avait sectionné et mangé sa propre jambe, sacrifiant ainsi à jamais son arme de prédilection et sa vie d'aventurier pour sauver un enfant qu'il connaissait à peine. Derrière le rire yo-ho-ho et l'apparence excentrique de Brook, le musicien squelettique de l'équipage du Chapeau de Paille, résonne la mélodie la plus tragique et la plus longue de l'univers de One Piece. Son histoire est celle d'une lutte acharnée contre la mort, l'oubli et la folie, portée par une loyauté qui transcende le temps lui-même. On commence à connaître les origines de la jeunesse de Brook dans les scans, mais je ne vais pas les citer pour l'instant, car elles sont trop récentes et encore incomplètes. Il y a plus de 50 ans, bien avant l'ère de Goldie Roger, Brook naviguait sur les mers de West Blue. Ancien chef d'un convoi de garde d'un royaume inconnu, il avait rejoint les pirates du Rum Bar, un équipage dirigé par le capitaine Yorkie. Leur particularité, ils aimaient la musique plus que tout et recrutaient des mains capables de jouer d'un instrument pour apporter le sourire aux enfants du monde entier. C'est au cours de ce périple joyeux qu'ils firent la rencontre de Laboon, un très jeune et adorable baleineau de l'espèce des Highland Whales. Laboon s'attacha profondément à l'équipage, en particulier à Brook. Fasciné par ses chansons,
Mais, à l'approche de Red Line et des périls insondables de Grand Line, l'équipage prit une décision déchirante. Les mers étaient trop dangereuses pour un bébé baleineau. Au cap des jumeaux, Yorkie et Brooke confièrent la boune au gardien du phare, Crocus. Ils lui firent une promesse solennelle. Après avoir traversé Grand Line, ils reviendraient le chercher. Une promesse scellée par la musique. Grand Line se révéla impitoyable. Le premier coup du sort frappa lorsque le capitaine Yorkie et plusieurs membres de l'équipage contractèrent une maladie mortelle et incurable. Pour sauver le reste de ses hommes, Yorkie se sacrifia, quittant le navire avec les infectés, pour mourir dans Calm Belt, laissant à Brooke le commandement de l'équipage et le poids de la promesse faite à la boule. Mais la tragédie ne s'arrêta pas là. Arrivés dans les eaux sombres et brumeuses du triangle de Florian, les pirates du Rumbar furent attaqués par un équipage ennemi utilisant des armes empoisonnées. L'assaut fut dévastateur. Le médecin de bord périt et bientôt tous les membres de l'équipage, y compris Brooke, sûrs qu'il ne leur restait que quelques heures à vivre avant que le poison ne fasse son œuvre. Face à une mort inéluctable, Brooke se souvint d'une chose fondamentale. Il avait mangé le Yomi Yomi Nomi, qui lui permettait une seconde vie. Saisissant cette étincelle d'espoir, il proposa à ses camarades mourants un dernier acte de bravoure et d'amour. Sachant que Brooke survivrait pour retourner voir la boune, l'équipage décida d'enregistrer leur chanson fétiche, le bon rhum de Banks, sur un tondial, dans l'une des scènes les plus poignantes de l'histoire. Les pirates, le corps ravagé par le venin, se mirent à jouer et chanter dans la brume. La musique commença avec un grand orchestre, puis, un à un, terrassés par le poison, les musiciens s'effondrèrent. Le quatuor devint un trio, le trio devint un duo, et enfin, Brooke se retrouva à chanter seul, un solo en larmes, avant de succomber à son tour en pensant à la boule. Le pouvoir du fruit de la résurrection s'activa. L'âme de Brooke revint du royaume des morts pour réintégrer son corps. Cependant, à cause du brouillard épais du triangle de Florian, son âme erra pendant une année entière avant de retrouver son enveloppe charnelle. Lorsqu'il le découvrit, enfin, son corps s'était entièrement décomposé, ne laissant qu'un squelette couronné d'une coupe afro. Commence alors le véritable enfer de Brooke. Seul survivant enfermé dans un corps d'os sur un navire fantôme juché des crânes de ses amis, il dériva dans l'obscurité totale du triangle de Florian pendant 50 longues années. Pour ne pas sombrer dans la folie absolue, il s'efforça de faire de l'humour, de prendre le thé et de garder précieusement le tondial dans son crâne. Pire encore, au cours de cette errance, le grand corsaire Gecko Moria lui vola son ombre, le confinant éternellement dans l'obscurité, sous peine d'être désintégré par la lumière du soleil. La délivrance arriva plusieurs années plus tard, sous la forme d'un navire au pavillon de paille, le Southern Sun. La rencontre avec Monkey D. Luffy marqua la fin de la nuit interminable de Brooke. En Luffy, il trouva non seulement un capitaine capable de vaincre Moria et de lui rendre son ombre, mais surtout quelqu'un qui accepta un squelette parlant sans la moindre hésitation. Nico Robin, l'archéologue de l'équipage du chapeau de paille, porte sur ses épaules le poids d'une histoire que le monde entier a tenté d'effacer. Avant de trouver sa place au sein d'une famille de pirates, son existence fut une longue traversée dans les ténèbres, marquée par la persécution, la trahison absolue et l'ombre menaçante du gouvernement mondial. Son passé est le récit tragique de la survie de la connaissance face à l'ignorance armée. Rejetée par les enfants de son âge parce qu'elle a mangé le Hana Ananomi, qui lui donne des pouvoirs perçus comme monstrueux, Robin trouve son seul refuge dans les livres. Surdouée, elle étudie d'arrache-pied et devient, à seulement 8 ans, une archéologue diplômée. Sa véritable famille se trouve parmi les érudits d'Ohara, dirigés par le professeur Clover. Ces derniers l'accueillent chaleureusement, mais lui cachent le véritable objet de leur recherche, l'étude interdite des poneglyphes et des siècles oubliés. La vie monotone et solitaire de Robin bascule le jour où elle découvre un naufragé géant sur la plage d'Ohara, le vice-amiral de la marine déserteur, Jaguar Dissol. Contre toute attente, une profonde amitié naît entre la petite fille, triste, et le géant, au grand cœur. Sol lui enseigne une leçon vitale pour survivre à la noirceur du monde. Même quand on est triste, il faut rire. Il lui apprend son rire si particulier, Deri Shishishishishi, et lui fait une promesse fondatrice. Il lui assure que la mer est vaste et qu'un jour, peu importe sa solitude actuelle, elle trouvera des amis qui la protégeront au péril de leur propre vie. Le drame éclate alors lorsque le gouvernement mondial découvre que les érudits d'Ohara déchiffrent les poneglyphes. Craignant que la vérité sur le siècle oublié ne soit révélée, les hautes instances déclenchent le Buster Call.
Une flotte de cuirassés de la marine ordonne de rayer l'île de la carte. Dans le chaos des flammes et des bombardements, Robin retrouve brièvement sa mère, Nico Olvia. Les retrouvailles sont aussi déchirantes qu'éphémères. Olvia lui confie la mission de vivre et de porter l'histoire d'Ohara vers le futur, avant de rester mourir dans l'arbre de la connaissance avec ses pairs pour sauver les livres. Pendant ce temps, Saul sacrifie sa vie pour protéger Robin. Il est congelé vif par son propre ami, le vice-amiral Kuzan. Ébranlé par la tragédie, Kuzan décide de laisser Robin fuir en barque, tout en la prévenant qu'il sera le premier à la traquer si elle devient une menace. Robin s'éloigne sur une mer de glace, l'île de son enfance brûlant derrière elle, tout en tentant de rire en larmes comme Saul lui a appris. Dès les chichichi, le cœur brisé. Seule survivante d'Ohara et capable de lire les poneglyphes, Robin devient la cible d'une propagande impitoyable du gouvernement mondial. À peine 8 ans, sa tête est mise à prix pour la somme faramineuse de 79 millions de berries, affublée du surnom terrifiant « enfant démon ». Pendant 20 ans, Robin vit un enfer ininterrompu. La rime sur sa tête transforme chaque personne qu'elle rencontre en traite potentielle. Famille d'accueil, fermiers, pirates, tous finissent par la dénoncer ou la vendre pour toucher la récompense. Pour survivre, Robin apprend à ne faire confiance à personne, à dissimuler ses émotions et à trahir avant d'être trahi. Elle erre d'organisation criminelle en organisation criminelle, finissant par s'allier au grand corcel Crocodile au sein du Baroque Works, croyant son rêve de découvrir la véritable histoire à jamais inaccessible. Lorsque l'équipage du Chapeau de Paille l'accueille après la chute du Baroque Works, Robin pense qu'il s'agit d'une énième alliance éphémère. Mais la chaleur de Luffy et de son équipage fait naître en elle l'espoir. Terrifiée à l'idée que le monde entier finisse par écraser ses amis à cause de sa présence, elle décide de se sacrifier au CP9 à Water 7 en échange de la survie de l'équipage. C'est à Enies Lobby, la forteresse de la justice, que l'arc de Robin atteint son paroxysme émotionnel. Alors qu'elle est prête à mourir, Luffy ordonne à Sogeking de brûler le drapeau du gouvernement mondial, déclarant la guerre au monde entier pour elle seule. Luffy lui hurle alors de dire ce qu'elle veut réellement. Brisant 20 ans de silence, de culpabilité d'avoir survécu et de désespoir, Robin fond en larmes et hurle « Je veux vivre, amenez-moi avec vous ». Aujourd'hui, dans l'épisode 1163, on voit Robin retrouver Saul. Et elle lui demande « Saul, félicite-moi d'avoir survécu jusqu'à là ».